La prise en compte de l'environnement dans les sphères politiques est devenue un impératif pour garantir des ressources durables pour les générations futures. Les politiques agricoles, et notamment la politique agricole commune, la PAC, n'échappent pas à cette règle. Dans ce cours, nous allons retracer l'évolution de la PAC depuis sa création en 1962 jusqu'en 2013. Il s'agit d'un cours composé constitué de 3 parties, dont la première est présentée ci-dessous. À l'aide de ce triptyque, nous analyserons la PAC à travers un filtre environnemental afin d'illustrer les impacts des différentes réformes sur les ressources naturelles et la prise en compte de l'environnement dans les politiques agricoles. Nous vous proposons donc en première partie de nous focaliser sur les effets environnementaux de la PAC depuis sa création en 1962 et jusqu'en 1991. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, en pleine reconstruction, souhaite assurer son indépendance alimentaire. En 1962, 6 États membres, la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, se dotent d'une politique agricole commune dont le premier objectif est donc d'assurer la sécurité alimentaire de l'Europe. Cela passe par une volonté de moderniser l'agriculture, d'augmenter la production et le revenu des agriculteurs. Les États membres misent alors sur la mécanisation et l'intensification, notamment par le recours aux intrants chimiques, des engrais et des pesticides. La sécurité alimentaire est rapidement atteinte dès les années 1970 grâce à la mise en place des organisations communes de marché, les OCM, et des prix garantis aux agriculteurs. Même si l'objectif initial est atteint, il s'accompagne dès les années 70 d'une surproduction que l'Europe parvient difficilement à stocker. De plus, l'accroissement de la productivité a souvent été encouragé au détriment de l'environnement, les paysages européens ayant été profondément transformés. Pour faire face aux crises agricoles et répondre à la volonté citoyenne de préserver les écosystèmes, la PAC a été réformée successivement au cours des 50 dernières années. Dans cette présentation, nous vous proposons une analyse chronologique des réformes de la PAC en lien avec l'environnement et la protection des ressources. Comme rappelé précédemment, cette première partie ne traitera que la période 1962-1991. Pour cela, nous utiliserons des pictogrammes afin d'illustrer si ces réformes sont ciblées ou non pour l'environnement et la protection des ressources naturelles, si elles ont des conséquences positives et ou négatives sur l'environnement et la protection des ressources naturelles. La PAC repose sur 3 principes fondateurs. Un marché agricole unique, cela veut dire que les produits agricoles peuvent circuler librement dans l'Union européenne sans droit de douane. La préférence communautaire, qui privilégie les produits européens par rapport aux autres produits venus de l'extérieur de l'Europe, et la solidarité financière, qui signifie que chaque État membre contribue au budget commun au prorata de ses richesses. La première PAC, celle de 1962, ne possédait aucun objectif environnemental. Les effets de la mécanisation et de l'intensification ont modifié directement et indirectement les paysages, les sols et la biodiversité, les conséquences étant très souvent négatives. Une conséquence directe et négative de la PAC sur l'environnement est le remembrement qui est présenté ci-dessous. Le remembrement consiste à regrouper plusieurs petites parcelles pouvant appartenir à des propriétaires différents en une plus grande parcelle pour faciliter l'exploitation des terres et augmenter le potentiel de production. Ce dernier a conduit à l'arrachage de nombreuses haies et arbres qui servaient autrefois à délimiter les anciennes parcelles de petite taille. En France, les systèmes bocagers, normands et bretons ont notamment été profondément impactés par le remembrement qui s'est accentué avec la PAC. Nous vous proposons sur ces 2 photographies aériennes de comparer la structure foncière et paysagère du hameau de Tirarouën dans la commune de Plouillé en Bretagne entre 1963 et 1978. Nous avons figuré de manière non exhaustive les haies et arbres qui ont été supprimés entre ces 2 dates. En seulement 15 ans, plusieurs centaines de mètres de haies ont été arrachés sur une surface d'environ 1 km². Le paysage a été fortement modifié par l'activité agricole. L'élimination des haies et l'agrandissement des parcelles se sont poursuivis par la suite, comme en témoigne la structure paysagère de ce hameau en 2005. Le remembrement, impulsé par la PAC et le ministre de l'Agriculture français de 1962, a été très intense des années 1960 aux années 80-90. D'après l'analyse effectuée par Solagro sur la base des inventaires forestiers nationaux,
540 000 km de haies auraient été supprimés entre 1975 et 1987, soit 1000 fois la distance à vol d'oiseau entre Rennes et Lyon. L'arrachage des haies a causé d'importantes externalités négatives. La disparition de ces corridors écologiques a réduit l'abondance et la diversité des espèces animales et végétales des milieux agricoles. Les sols sont devenus plus sensibles à l'érosion et au ruissellement, le nivellement et l'agrandissement des parcelles facilitant l'arrachage et le transport des particules de sol par l'eau ou le vent. Enfin, les haies jouent un rôle de contrôle de la pression exercée par les ravageurs en cassant le cycle des ennemis des cultures et en abritant une biodiversité auxiliaire. Leur disparition a augmenté l'exposition des cultures aux ravageurs. Le remembrement et ses conséquences ont été vivement critiqués par de nombreux acteurs, comme les écologistes et défenseurs de la nature. Edgar Pisani, l'une des figures du remembrement en France et ministre de l'Agriculture en 1962, a avoué 40 ans plus tard regretter les transformations profondes des paysages français que cette pratique avait entraînées. Vous pouvez retrouver un témoignage d'Edgar Pisani sur le lien vidéo ci-joint. L'augmentation des rendements agricoles a été conjuguée à l'intensification de l'usage de fertilisants et produits phytosanitaires, notamment en grande culture et en viticulture. Le premier graphe illustre l'augmentation croissante des ventes de fertilisants chimiques en France. Jusqu'au choc pétrolier de 1973, les ventes d'engrais azotés, potassiques et phosphorés se sont accrues progressivement. La quantité d'azote chimique a poursuivi sa croissance jusqu'en 1992, où elle atteint environ 5 fois la quantité vendue en 1962. Le recours aux pesticides a rapidement progressé à l'échelle mondiale, comme en témoigne l'évolution de la production mondiale représentée sur le second graphique. Elle a doublé entre 1965 et 1975. Même si ces données ne sont pas spécifiques à l'Europe, elles donnent une indication sur l'évolution de la demande de pesticides en Europe, car celle-ci constitue l'un des principaux pôles de la modernisation agricole post-Seconde Guerre mondiale. L'usage d'intrants chimiques était souvent peu raisonné et encouragé par l'industrie de l'agrofourniture, très présente sur le plan commercial et endossant la plupart du temps le rôle de conseil auprès des agriculteurs. Ces profonds changements dans l'agriculture européenne ont impulsé une dynamique de spécialisation et de concentration des productions agricoles. À travers les prix garantis, les agriculteurs ont été incités à intensifier leur production et à se spécialiser dans les filières subventionnées, comme les céréales ou encore la production de lait. Certaines cultures mineures, comme les légumineuses, ont été progressivement abandonnées et, de fait, les rotations culturelles ont été raccourcies. Ainsi, une part importante de la surface agricole utile, consacrée originellement à l'autoconsommation, l'alimentation du bétail et à la production de semences, a été réorientée vers des cultures destinées à la vente, comme les céréales ou les cultures industrielles, type colza ou tournesol. Une des conséquences est l'abandon progressif des systèmes de polyculture-élevage et la spécialisation de régions pour des types de production, comme le maïs en Aquitaine, les céréales en Beauce ou la production laitière en Normandie. Les impacts négatifs des substances chimiques sur l'environnement ont été dénoncés dès les années 70-80 en Europe et dans le monde, notamment aux États-Unis par la biologiste Rachel Carson qui les dépeignait dans son ouvrage Silent Spring. Elle réussit notamment à retirer de la vente un puissant biocide, le DDT. En Europe, pesticides et fertilisants étaient accusés de polluer l'air, l'eau et les sols. Ils étaient tenus responsables de pertes d'habitat et de biodiversité dans les milieux cultivés, engendrant notamment une surmortalité des espèces sensibles à ces produits. Enfin, les conséquences des pesticides sur la santé humaine et leur toxicité commençaient à alerter les populations civiles. Cependant, jusqu'aux années 80-90, leur impact sur l'environnement restait difficile à évaluer en raison d'un manque de données et d'indicateurs de suivi environnemental. Pour faire face à l'abandon de l'activité agricole dans les régions les moins favorables et limiter la concentration des productions dans les régions à fort potentiel, la PAC a mis en place en 1975 une directive relative aux zones défavorisées. Cette directive vise à redynamiser les espaces ruraux, notamment les espaces de montagne, en reconnaissant les fonctions non marchandes de l'agriculture, telles que le maintien du tissu économique local et l'entretien des paysages. Cependant, cette directive, à l'époque, n'intégrait aucun objectif environnemental explicite. Cette aide
proposée dans cette directive, appelée indemnité compensatoire de handicap naturel, l'ICHN, est attribuée à tout agriculteur résidant en zone classée défavorisée. L'éligibilité ne repose que sur la localisation géographique, tandis que le montant, lui, varie en fonction du type de zone qui ont été définis par l'État français. Les critères d'attribution témoignent donc d'un faible ciblage de ces aides. Cependant, cette mesure a engendré des conséquences positives sur l'environnement. En effet, la lutte contre la déprise agricole et le soutien à l'agriculture de montagne a permis de maintenir les milieux ouverts et de préserver la biodiversité de ces territoires et des paysages. Les effets de la fermeture et de l'abandon du pâturage sont perceptibles sur la comparaison des deux photos ci-dessus. En effet, des espèces colonisatrices telles que l'aulne vert peuvent rapidement s'installer dans les milieux montagneux et limiter la biodiversité. Pour en savoir plus sur l'ICHN, vous pouvez trouver sur le site CAPAI un cours consacré à cette mesure du second pilier de la PAC. À la fin des années 80, le modèle d'intensification agricole de la PAC est vivement critiqué pour ses impacts environnementaux. Face à la volonté de la société civile d'intégrer davantage l'environnement au sein des politiques agricoles, la PAC est obligée de se réformer. Ainsi, la réforme McSharry est votée en 1992 et marque un tournant environnemental pour la PAC. Cette réforme est présentée dans la partie 2 de ce cours que je vous invite à consulter.